C'est une maladie taboue dont l'existence même a longtemps été niée sur le continent. 4 lettres pour un virus, celui du sida. Depuis son apparition dans les années 80, il aurait tué près de 15 millions de personnes sur le continent. Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Eh bien, c'est le titre de ce livre témoignage d'un médecin au cœur de la lutte contre la maladie. Pierre Pellet, bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu sur le plateau Merci. du Journal Afrique. Vous êtes du Congo-Brazzaville et vous racontez votre itinéraire dans la lutte contre cette maladie. Et vous étiez dans l'œil du cyclone, comme vous le rappelez. Quand vous avez vu arriver cette maladie, est-ce que vous avez tout de suite compris ce qui se passait? Oui, j'ai commencé par rencontrer le sida à Paris, parce que j'étais dans le service du professeur Marc Gentilini. À la Pitié-Salpêtrière. À la Pitié-Salpêtrière, dans le grand service des maladies tropicales. Et c'est là que je décris pour la première fois, en 1984, les premiers cas de sida sur des malades évacués sanitaires du Congo-Brazzaville. Mais il y en avait d'autres de République centrafricaine. Donc on décrit les premiers cas. Et en 1985, sur un projet de recherche financé par l'Union européenne, je suis détaché à Brazzaville pour comprendre un peu ce qui se passait. Et là, qu'est-ce que vous voyez? À quelle situation sociale et sanitaire vous êtes confronté? Bon, nous sommes en face d'un système de santé qui n'est pas puissant et qui est en proie à cette épidémie qui arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et donc, beaucoup de malades, tous les jours, des malades et des malades encore. Et nous sommes vraiment en face d'un tsunami, comme je l'ai dit. Et c'était très dur. C'était très dur. Il fallait convaincre les autorités, convaincre les soignants pour qu'ensemble, nous puissions prendre en charge cette nouvelle épidémie. Mais c'était une question très difficile. Et quels ont été les freins, justement? Vous dites qu'il fallait convaincre l'autorité, qu'il fallait traiter ces patients, s'occuper d'eux. Quels ont été les freins auxquels vous avez été confrontés? Déjà, parce que le sida, quand il est décrit en 1981, c'est la maladie des 4 H. Des homosexuels, des homophiles, des héroïnomanes et des haïtiens. Donc l'Afrique ne semble pas être concernée par cette maladie. Et dès la fin des années 85, quand on annonce que la maladie est aussi présente en Afrique et que, à cause des relations hétérosexuelles, l'Afrique va être touchée très profondément par cette épidémie. Et donc il y a une hésitation qui peut se comprendre parce que c'était la maladie des homosexuels. Et en Afrique, disent-ils, il n'y a pas d'homosexualité. D'où le déni autour de cette maladie qui a été longtemps rebaptisée syndrome imaginé pour décourager les amoureux. Et donc, Franco l'a chanté également. Il ne fallait pas décourager les amoureux, il fallait continuer à vivre comme avant. On se trompait et donc vous avez assisté à une hécatombe. Oui, c'était une vraie hécatombe, des jeunes cadres, des jeunes dynamiques à la fleur de l'âge pour travailler, pour faire leur contribution dans le développement du pays. Justement, est-ce que vous diriez que cette maladie a eu un impact considérable sur la société, sur le marché du travail même et sur le développement des pays? Sur l'ensemble de l'économie, dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit les services, l'agriculture, l'enseignement, parce que aussi beaucoup d'enseignants sont morts. Beaucoup de personnels de santé sont morts. Donc c'est une maladie qui a ébranlé l'ensemble de la société et qui a touché au plus profond à la fois les hommes, mais aussi la société dans nos comportements, dans notre façon d'envisager le destin. Nous avons été secoués par cette épidémie au début des années 80. Alors, vous dites dans ce livre que le sida est également une affaire de gros intérêts. Est-ce que vous avez été témoin d'une lutte contre la maladie entravée, par exemple, par les intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques ou les intérêts particuliers? Non, de gros intérêts, ça veut dire qu'on s'arrache la paternité de la lutte contre le sida, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un appel de ressources financières énormes. Et donc, il fallait être là où il y avait de l'argent, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, il y a eu des bagarres, des vraies bagarres. Moi, je dis bagarres pour avoir le leadership de la lutte contre le sida. Tout le monde s'est engagé, mais tout le monde ne s'est pas engagé avec la foi
dans la réponse contre le sida, pour des intérêts financiers, pour des intérêts de visibilité également, parce qu'en ce temps-là, on s'attaquait au sida, on travaillait pour le sida, on avait une certaine visibilité, on avait les médias, on avait l'ensemble de la communauté nationale qui comptait sur vous. Tout reposait sur vous. Et donc il y avait ces intérêts-là qui ont, à un certain moment, opposé les uns les autres pour prendre le devant de la lutte contre le sida, sans y croire parfois. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, on a théoriquement, en tout cas, accès aux antirétroviraux. Est-ce que vous pensez que finalement, ce système fonctionne bien ou malgré cet accès, il y a encore des freins importants? Disons qu'avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, un effort considérable a été fait. Il y a à peu près 56% des personnes vivant avec le VIH qui, aujourd'hui, ont accès aux antirétroviraux. Donc, on a eu une progression phénoménale, spectaculaire, entre 2000 et 2018. Mais il y a encore tant de problèmes. Les pays africains doivent investir. Les pays africains doivent solidifier leur système de santé pour que l'accès aux antirétroviraux soit quasi permanent, qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments, que l'accès soit, bien sûr, possible dans les capitales, mais aussi dans les zones les plus reculées. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui. Il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est celle de la confidentialité et du secret. Vous-même, vous décrivez dans ce livre comment vous avez dû faire des consultations, par exemple avec des personnalités ou des hommes politiques. Vous dites dans une voiture à la pénombre, prescrivant des ordonnances portant des faux noms. Tout à fait. Alors ces personnes-là avaient la possibilité de venir en voiture et de se faire prescrire des ordonnances. Certaines personnes, par exemple en Afrique, ne vont pas dans les centres de soins parce qu'ils n'ont pas accès à la confidentialité. Est-ce que ça fait partie des freins importants à l'accès au traitement en Afrique? Oui, mais le sida posait des grands problèmes de société parce que le sida se manifestait par une diarrhée, par un amaigrissement. Et dans la société, on savait, on montrait du doigt quelqu'un qui maigrissait, qui avait des problèmes de santé, qui avait des problèmes de peau. Et on montrait du doigt en disant « il a sûrement cette chose-là ». C'est comme ça qu'on disait en ce temps-là. On ne disait pas le sida, on disait cette chose-là. Vous pensez qu'on pourrait améliorer l'observance des traitements et l'accès aux traitements aujourd'hui, c'est possible. En garantissant la confidentialité? Est-ce que vous pensez qu'il y a un effort à faire de ce côté? Oui, on doit continuer à garantir la confidentialité. C'est fait partie de notre métier, le secret médical. Mais je pense que le sida doit être vu aussi comme une maladie, aujourd'hui, une maladie chronique. Nous avons des traitements qui marchent très bien. Et quand on est sous antirétroviraux et qu'on a une charge virale négative, on a un risque très réduit, 96% de contaminer son partenaire sexuel. Donc, il faut en même temps continuer à préserver cette confidentialité, mais également faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est une maladie comme toutes les autres. Banaliser donc le sida, c'est sans doute pour ça que vous dites qu'on est peut-être au début de la fin de la pandémie en Afrique, tout à fait. Comme l'indique votre Je le dis sous-titre. comme les Nations Unies, dans le cadre des objectifs de développement durable, en 2030, c'est mettre fin à l'épidémie du sida. Merci à vous. Pierre Mpelé, médecin congolais, spécialiste du sida. Merci d'être venu sur ce plateau et c'est la fin du Journal Afrique. À la semaine prochaine. Merci.